bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle conférence en direct. Je suis ce soir donc en compagnie de Sébastien Carassou. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle conférence gratuite sur Conférencia qui met les sciences et l'histoire à l'honneur, puisque nous vous proposons un voyage à travers 2000 ans d'astronomie d'Aristote à Newton. Ce soir, votre intervenant est donc Sébastien Carassou. Il est docteur en astrophysique, spécialiste de l'évolution des galaxies et vulgarisateur scientifique indépendant. Vidéaste, il co-anime également depuis 2015 la chaîne YouTube Le Sense of Wonder qui introduit les merveilles du cosmos à un public large. Il est également l'auteur de l'ouvrage Le Cosmos et nous, apparaître en octobre 2021 aux éditions Les Équateurs. Quelques petits conseils techniques avant de démarrer cette conférence. N'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la durée de l'intervention. Il y a bien évidemment un temps d'échange qui est prévu à la fin. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat et j'essaierai de vous aider à le résoudre. Enfin, pour tous ceux qui devraient nous quitter avant la fin de la conférence de Sébastien, vous retrouverez la rediffusion de cette conférence dès demain sur notre site internet conférencia.fr. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci beaucoup. Eh bien, merci Julie pour cette belle introduction et merci pour l'invitation, pour l'honneur que vous nous faites, que vous me faites, de pouvoir parler de ma passion pour l'histoire des sciences et l'astronomie devant un public aussi large et aussi curieux. Donc aujourd'hui, on va parler d'histoire de l'astronomie. On va voir comment cette histoire a évolué au fil des siècles, au fil des millénaires. Ça va être un énorme récit qui sera évidemment pas exhaustif, parce qu'on peut difficilement traiter 2000 ans en 45 minutes sans forcément faire d'énormes ellipses. Mais ce que j'aimerais vous montrer à travers cette histoire, c'est que l'histoire de l'astronomie, c'est l'histoire de civilisation, c'est l'histoire de philosophie, mais c'est aussi une histoire de personnes, de personnages qui sont parfois très très hauts en couleur et qui méritent, et dont l'histoire mérite d'être mieux connue à mon sens. Mais avant de commencer cette histoire des sciences, j'aimerais vous proposer un petit état des lieux, des connaissances très rapide sur ce qu'on connaît de notre place dans le cosmos. Alors ça va être extrêmement rapide, donc crochez votre ceinture. Donc cette histoire, elle commence sur Terre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit sur Terre. Si vous ne le savez pas, bienvenue aux aliens qui nous rejoignent. Cette Terre, elle orbite autour d'une étoile, notre Soleil. C'est la troisième planète de notre système solaire en partant de notre étoile. Sur cette image, vous pouvez voir les planètes avec les bonnes échelles de taille. Et la Terre, c'est le petit pixel qui se trouve à côté de la flèche. Et donc, mais ce soleil, il n'est qu'un soleil parmi les 200 à 400 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, la Voie lactée. Donc nous, on se trouve ici, à la banlieue. Mais cette Voie lactée n'est elle-même qu'une galaxie parmi les 2000 milliards de notre univers dit observable, c'est-à-dire de la partie de l'univers qui est accessible théoriquement à nos télescopes. Et chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil et probablement encore plus de planètes. Alors ça donne le vertige tout ça, mais on n'a pas forcément toujours su cette révélation sur notre place dans l'univers. Donc bienvenue dans le cosmos pour les gens qui débarquent. Mais alors comment est-ce qu'on en est venu à savoir tout ça ? Eh bien pour le comprendre, je vous propose un petit voyage dans le temps. De plusieurs milliers d'années dans le passé. On va remonter à l'époque des civilisations agraires et on va oublier un instant tout ce qu'on sait, tout ce que je viens de vous dire sur notre place dans l'univers. On va oublier tout ce qu'on sait et on va tout recommencer, pas à zéro, mais en tout cas à partir de ce qu'on connaissait il y a plusieurs milliers d'années. Donc si je vous téléportais maintenant dans l'époque des civilisations agraires, donc à peu près il y a 10 000 ans environ, et que je vous transportais dans la vie de quelqu'un complètement au hasard, eh bien vous aurez 9 chances sur 10 d'être un paysan. Et le meilleur instrument d'observation que vous avez à votre disposition, c'est votre œil. Mais alors vous avez de la chance, parce qu'il n'y a pas encore de pollution lumineuse pour vous gâcher le ciel, et vous n'avez pas encore de smartphone pour capter votre attention. Donc dans ces conditions, c'est plutôt facile de voir dans le ciel des régularités, des motifs se dessiner, des cycles se dessiner. Par exemple, de nombreuses sociétés amérindiennes avaient déjà remarqué un amas d'étoiles assez particulier qui nous constitue ce qu'on appelle les Pléiades, mais ce que pour les Amérindiens, ils les appelaient les Sept Sœurs. Donc en particulier les Algonquins, qui est une tribu amérindienne.
Ces Pléiades, donc ces 7 sœurs, elles se distinguent par le fait qu'elles sont très très rapprochées les unes aux autres et qu'elles brillent assez fort, et surtout parce qu'elles disparaissent en quelque sorte pendant la moitié de l'année. Donc en fait, elles se situent dans une partie du ciel qui n'est pas accessible, qui n'est pas visible, qui est sous l'horizon pour les Algonquins durant l'été, voilà, depuis l'hémisphère nord. Et donc dans les sociétés amérindiennes, c'est quelque chose qui était connu depuis très très longtemps. Les Amérindiens ont utilisé ce repère céleste en pratique pour savoir quand réaliser des semences ou quand les récolter. Les Pléiades, elles disparaissent au mois de mai, et donc après les dernières gelées, et donc c'est le moment de planter. Et donc au mois d'octobre, elles sont de nouveau visibles dans le ciel, et c'est là que le froid revient. Donc les étoiles, elles ont permis aux sociétés agraires, aux civilisations agraires de se développer et de développer des savoirs utiles à l'agriculture, des savoirs empiriques. Et en fait, on peut dire en quelque sorte que ce sont les étoiles qui ont aidé à créer des calendriers et donc indirectement qui ont facilité la sédentarisation des humains. D'ailleurs, c'est peut-être pour ces mêmes raisons pratiques que beaucoup de sociétés à travers le globe ont relié les étoiles entre elles pour en faire des constellations. Le fait d'y voir des formes facilement reconnaissables, au final, c'était un moyen mémotechnique qui leur permettait de s'orienter dans la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des sociétés ont évolué sous le même ciel. On pourrait même dire que l'humanité est en quelque sorte reliée par les étoiles. Alors évidemment, chacun y va de sa culture pour trouver la forme qui correspond au mieux à un groupe d'étoiles brillantes, une espèce de test de Rorschach géant, si vous voulez. Et c'est pourquoi la Grande Ourse, par exemple, qui est la constellation que tout le monde connaît, c'est la constellation la plus facile à trouver dans le ciel, dans la mythologie grecque, elle correspond au mythe de Callisto. Callisto, c'est une femme qui a été transformée en ours par Zeus pour la sauver de la colère de Héra, la femme de Zeus. Il y a une histoire de tromperie un peu compliquée là-dedans. Mais dans la mythologie hindoue, le même groupe d'étoiles y correspond aux 7 rishis, les 7 sages primordiaux qui ont assisté à la création du monde. Dans la mythologie aztèque, les étoiles de la Grande Ourse, ils représentent le dieu maléfique Tezcatlipoca, qui a été condamné à l'exil dans le ciel par son frère et à qui il manque un pied, parce qu'il a été mangé par un monstre céleste. Donc voilà, pour un même groupe d'étoiles, vous pouvez avoir une infinité d'interprétations différentes. Mais cette connexion au ciel, il y en a beaucoup qui vont la prendre assez littéralement. Et ça donne lieu à l'astrologie, qui est la croyance selon laquelle les étoiles et les planètes ont une influence directe sur nos vies en tant qu'individus. L'astrologie, elle est née il y a 4000 ans, 2000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Et donc là, il faut que vous imaginiez des prêtres babyloniens qui scrutent le ciel inlassablement à la recherche de présages, bons ou mauvais, pour le royaume. Et donc c'est notamment aux Babyloniens que l'on doit les signes du zodiaque. Mais ironiquement, c'est en s'intéressant à l'astrologie que les Babyloniens vont poser les bases de l'astronomie scientifique. Parce qu'ils vont mettre en place une observation systématique du ciel pour y déceler des motifs, des cycles qui se perpétuent. Et donc, ils vont consigner leurs observations sur des tablettes d'argile. Et c'est comme ça qu'ils vont découvrir le cycle des éclipses, par exemple. Ils vont décrire en détail le mouvement de la Lune. Et ils vont même pouvoir prédire mathématiquement la position des planètes dans le ciel avec une précision qui n'est, pour l'époque, pas dégueu du tout. Et en fait, cette connexion entre astrologie et astronomie, elle va perdurer pendant plusieurs millénaires. Et à mon grand regret, jusqu'à aujourd'hui dans la culture populaire, parce que si vous lisez un horoscope dans le journal, c'est en partie à cause des Babyloniens. Mais les premiers questionnements réellement scientifiques sur le monde, ils commencent avec les Grecs de l'Antiquité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vite savoir qui c'est au fil de cette conférence. Il s'appelle Aristote. Et vous allez entendre parler d'Aristote pendant cette histoire, parce que son influence sur la suite de l'histoire, en tout cas sur l'histoire des idées occidentales, et en particulier des idées astronomiques, elle va être assez colossale. Pour vous donner un exemple, je vous pose la question, comment est-ce que vous feriez pour savoir quelle est la forme de la Terre ? Alors aujourd'hui, humain du 21e siècle, pour savoir quelle est la forme de la Terre, vous allez probablement aller sur Wikipédia. Vous avez de belles photos de satellites qui nous montrent que la Terre est ronde. Elle n'est pas plate, elle est ronde. Mais Aristote, il n'a pas Wikipédia. Donc, pour savoir quelle est la forme de la Terre, il regarde la Lune. Alors, on est 4 siècles avant notre ère, donc il y a plus de 2400 ans. Et donc, Aristote, il remarque que l'ombre de la Lune, l'ombre de la Terre sur la Lune pendant une éclipse, elle est circulaire.
et il en déduit que la Terre, elle ne peut être que sphérique. Donc vous imaginez bien, donc ça, voilà, il arrive à en déduire que la Terre est sphérique. Vous imaginez bien qu'une éclipse sur une Terre plate, ça aurait quand même une autre gueule. Et donc ce raisonnement, il est juste. Il n'y a pas besoin de satellites ou de NASA pour vérifier, il faut juste des bons yeux et une certaine capacité d'abstraction. Donc ils étaient assez forts, les Grecs. Parce que grâce à eux, on savait dès l'Antiquité que la Terre était ronde, mais on connaissait aussi sa circonférence. Donc là, si je vous demande de calculer la circonférence de la Terre à partir de rien du tout, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez probablement vous référer à un GPS ou à un satellite de géodésie que vous pourrez trouver, dont vous pourrez trouver la position en ligne sur Internet. Eh bien, on est au IIIe siècle avant notre ère, et un philosophe grec qui s'appelle Ératosthène, qui est aussi le bibliothécaire le plus connu de l'histoire, parce qu'il était à la tête de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Il va notamment éditer les travaux d'Archimède, ce qui n'est pas rien. Et Ératosthène, c'est une sorte de MacGyver de l'Antiquité, parce qu'il va vous calculer la circonférence de la Terre avec pour seuls outils un bâton, un mec qui l'a payé, et des maths de collège. Donc Ératosthène, en fait, il a appris un jour que dans la ville de Syène, qui correspond à la ville d'Assouan, en Égypte, le jour du solstice d'été à midi, le soleil, il est exactement à la verticale du ciel, donc il est au zénith, et on peut voir, il est tellement au zénith qu'on peut voir le soleil se refléter à l'intérieur d'un puits. Donc ça, il l'apprend dans la bibliothèque d'Alexandrie, il lit le parchemin qui s'y réfère, enfin le papyrus. Et le truc, c'est que au même moment, à Alexandrie, eh bien, le soleil, il n'est pas du tout à la verticale. Et quand Ératosthène il plante un bâton le jour du solstice d'été à midi à Alexandrie, il se rend compte que le bâton, il projette une ombre sur le sol. Alors ça n'arriverait pas sur une Terre plate, par exemple, parce que les rayons du soleil nous arrivent parallèlement entre eux. Mais Ératosthène, lui, il sait que la Terre est ronde, notamment via Aristote. Et il va se servir de cette info pour en calculer la circonférence. Donc voilà sa méthode. Il va mesurer l'angle que font les rayons du soleil par rapport à la verticale de son bâton, et ça lui donne 7,2 degrés. Ok ? Et il se trouve que cet angle, eh bien, c'est le même que l'angle qui sépare Alexandrie et Syène par rapport au centre de la Terre. C'est les angles alternes-internes, ça c'est les maths de collège. Donc il va payer un type qu'on appelle un bématiste. C'était une sorte de bullshit job de l'époque, parce que son job c'était de marcher et de compter ses pas pour calculer les distances entre deux lieux. Et donc il paye un bématiste pour faire le trajet entre la ville de Syène et la ville d'Alexandrie, et il apprend comme ça que la distance entre Syène et Alexandrie est d'environ 800 km. Et attention, là, instant mathématique, un cercle c'est 360 degrés, donc c'est 7,2 degrés multiplié par 50, et donc si vous voulez connaître la circonférence de la Terre, il vous suffit de multiplier 800 km par 50, et ça vous donne 40 000 km. Et bien vous savez quoi ? Avec nos meilleurs satellites de géodésie, on trouve quasi exactement le même résultat à quelques centaines de kilomètres près. Donc Ératosthène, il obtient la bonne valeur de la circonférence de la Terre, juste avec la force de son esprit et un pauvre bâton. Donc on est vraiment sur de la science low cost, mais plutôt prédictive quand même. Donc les Grecs, ils se sont intéressés à la Terre, bien sûr, mais ils ont aussi passé pas mal de temps à se questionner sur les mouvements de ces points lumineux qui se baladent dans le ciel. Alors, je sais pas, hop, je vais vous montrer le menu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, au fil des nuits, vous avez d'un côté les étoiles des constellations qui semblent bouger en bloc sur la sphère céleste, et puis de l'autre, vous avez 5 points brillants qui se baladent à travers les constellations selon les nuits. Donc ça, les Grecs, ils l'avaient bien remarqué. Ces points brillants qui se baladent, ils les appelaient des astres errants, des vagabonds. En grec, vagabond, ça se dit planétès. Donc c'est des planètes. C'est là dont vient le mot planète. Et donc pour comprendre le mouvement de ces planètes, il nous faut un modèle du monde, une espèce de construction mentale qui va nous permettre de visualiser pourquoi ces planètes, elles bougent comme elles semblent le faire. Hop. Et donc je vais repartir sur ma petite présentation. Voilà. Et donc, on va revenir à notre superstar Aristote. Aristote, il veut comprendre la nature dans des termes pas simplement surnaturels, mais naturels. Il ne va pas se contenter d'un « ta gueule, c'est magique ». Du coup, naturellement, il va proposer un modèle du monde.
Et donc le modèle d'Aristote, c'est un modèle qu'on appelle géocentrique, ce qui veut dire que la Terre, elle est au centre du monde. Il n'y a rien de plus intuitif à ça, hein, parce que quand ce que vous avez, c'est que vos yeux et que vous voyez les étoiles qui semblent tourner autour de nous, eh bien c'est complètement naturel de penser que la Terre est au centre de l'univers. Et donc, dans le modèle géocentrique d'Aristote, vous avez la Terre, et autour de cette Terre se trouvent 7 astres qui vont orbiter autour de notre planète. Vous avez la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et tout ce beau monde, il est entouré par une sphère qu'on appelle la sphère des étoiles fixes, qui sont les étoiles des constellations, qui sont rien de plus qu'une espèce de toile percée, voilà, en tout cas, l'univers d'Aristote, c'est un univers clos, il n'y a rien au-delà de la sphère des fixes. Et non seulement Aristote va faire ça, mais il va diviser l'univers en 2 parties. Il va segmenter l'univers. Il va mettre d'un côté le monde qu'il appelle sublunaire, littéralement en dessous de la Lune, où tout change, tout est imparfait, tout est corrompu, où les choses vieillissent et meurent. Et puis vous avez de l'autre côté le monde supralunaire, littéralement au-dessus de la Lune, où tout est parfait, immuable et cyclique. Et donc Aristote, il est persuadé que les orbites des planètes, elles sont circulaires, notamment à cause de sa définition du monde supralunaire. Parce que pour les Grecs, les cercles, ça représente la perfection géométrique. Bon alors évidemment, ce modèle, il n'explique pas le mouvement, ce qui fait bouger les planètes, hein. Il faudra attendre bien plus tard pour trouver une explication du mouvement des planètes. Aristote, il dit juste qu'elles sont enchâssées dans des sphères de cristal, un peu comme des poupées russes. Mais malgré sa simplicité et un peu naïve, avec le recul, hein, le modèle d'Aristote, il va quand même s'imposer pendant près de 2 millénaires, ce qui est assez énorme. Mais bon, évidemment, même pour les Grecs, le modèle d'Aristote, il sera jamais complètement satisfaisant, hein. Il a beau être très joli, mais il n'explique pas les mouvements un peu complexes de certaines planètes. Par exemple, si vous prenez la planète Mars, certaines nuits, elle a l'air d'aller dans une direction, et puis elle se met à faire demi-tour, et puis ensuite elle refait une nouvelle fois, elle repart dans l'autre sens. Donc c'est un mouvement qui est un peu bizarre et qui ne s'explique pas dans le modèle d'Aristote. Et donc pour commencer à avoir un début d'explication, il va falloir attendre le 2e siècle de notre ère, avec un certain Ptolémée, qui propose d'améliorer le modèle d'Aristote. Donc le modèle de Ptolémée, c'est toujours un modèle géocentrique, il y a toujours la Terre au centre, mais la nouveauté, c'est que chaque planète tourne sur un petit cercle qu'on appelle un épicycle, et c'est le centre de ce petit cercle qui va tourner autour de la Terre. Donc ça, c'est assez malin, parce que ça permet de décrire qualitativement des allers-retours des planètes comme Mars, par exemple. Bon, avec le recul, hein, le système de Ptolémée, il nous semble un peu complexe, vu qu'il faut beaucoup de cercles pour expliquer le mouvement des 5 planètes. Mais niveau prédiction des orbites, ça faisait pas trop mal le job à l'époque, hein, surtout avec les observations à l'œil qu'ils avaient. En tout cas, c'était plus précis que le modèle d'Aristote. Et ça leur permettait de garder comme trajectoire des cercles, donc des trucs parfaits, des formes géométriques parfaites. Donc on va avancer un petit peu dans l'histoire. L'Empire romain, il va succéder à l'Empire grec, enfin à la civilisation grecque. Mais à Rome, la langue des érudits, ça reste le grec. Et les Romains, ils vont pas penser à faire traduire les travaux astronomiques de l'Antiquité en latin. Une erreur qui n'est pas sans conséquence, en fait, parce qu'avec la chute de l'Empire romain, toutes les connaissances que les Grecs avaient accumulées au fil des siècles vont être perdues en Occident, tout simplement parce que plus personne ne savait lire le grec. Donc c'est un peu bête. Et donc, pendant que l'Empire romain occidental il est dans le déclin, et le monde méditerranéen, quant à lui, il va s'apprêter à vivre une véritable révolution culturelle. En 622 de notre ère, un berger et caravanier du nom de Mahomet, il va fuir la Mecque pour se réfugier à Médine, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Et cette date, elle va signer le début du calendrier islamique. La nouvelle religion de l'islam que prône Mahomet, en se proclamant prophète, elle va se répandre très très rapidement en Afrique du Nord et en Espagne. Et après la mort de Mahomet, un descendant de son oncle va fonder ce qu'on appelle le califat abbasside. Alors là, on est au 8e siècle de notre ère, et le califat abbasside, c'est un carrefour d'échanges culturels et économiques entre les empires perses, les empires indiens, byzantins, et en particulier sa capitale, Bagdad, va devenir pendant un moment la plus grande ville du monde et le centre de ce qu'on a appelé plus tard l'âge d'or islamique. Donc comme la connaissance du Coran elle est encouragée par l'islam, l'apprentissage de la lecture est encouragé aussi.
Et le monde musulman, il est lié par une langue commune, l'arabe. Du coup, sous le califat abbasside, vous avez un gigantesque mouvement de traduction en arabe des textes grecs, chinois, perses, syriaques qui va être entrepris. Donc on va envoyer des émissaires un petit peu partout à travers le globe pour collecter des ouvrages sur place et les ramener dans le monde musulman. Et donc non seulement les Arabes ils vont traduire ces ouvrages, mais ils vont aussi les commenter et les critiquer, ce qui va amener à de nouvelles idées et à de nouveaux concepts comme la notion d'algorithme ou d'algèbre par exemple. Et c'est donc grâce aux savants arabes que les travaux de Ptolémée vont être conservés. Et heureusement que Ptolémée a eu la bonne idée de consigner toutes les idées astronomiques et mathématiques de son époque dans son livre, parce que c'est le seul traité complet d'astronomie de la Grèce antique qui a survécu à l'épreuve du temps. Ah, donc ici, vous pouvez voir sur cette image une copie de ce que les Arabes appellent l'Almageste, donc l'œuvre de Ptolémée qui est traduite par les Arabes avec un dessin de son système géocentrique. Donc, dans le monde de l'âge d'or islamique, il y a aussi un intérêt religieux à pratiquer l'astronomie de manière rigoureuse. Déjà parce que les heures de prière, elles sont déterminées par la position du soleil dans le ciel. Et comme la position du soleil dans le ciel, elle dépend de la latitude à laquelle on se trouve, eh bien, les astronomes arabes, ils ont dû compiler des tables de calcul de trigonométrie ultra complexes, avec parfois plus de 400 000 entrées, juste pour savoir l'heure en fonction de la position du soleil dans toutes les latitudes. Donc, c'est un travail de titan. Mais en plus, il fallait aussi déterminer précisément la direction de la Mecque pour la prière. Donc, et le meilleur GPS qu'on avait à l'époque, c'était les étoiles. Du coup, astronome, c'était une position qui était très reconnue et très respectée dans la communauté musulmane de l'époque. Et donc, pour toutes ces raisons, le savoir accumulé par les savants arabes, il est assez colossal en fait. Rien qu'en astronomie, on a trouvé plus de 10 000 manuscrits astronomiques arabes qui ont été écrits entre le 9e et le 15e siècle. Donc on va faire un bond dans le futur de quelques siècles, on va arriver au XIIe et au XIIIe siècle. Et au XIIe et au XIIIe siècle, les écrits d'Aristote et de Ptolémée, ils sont redécouverts par les Européens grâce aux traductions arabes, et ils vont être traduits en latin, qui est à l'époque la langue des érudits chrétiens. Parce qu'en Europe, c'est l'Église catholique qui a pris le pouvoir. Et donc vous avez un théologien chrétien, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin pour les chrétiens, qui va en particulier se passionner pour le modèle d'Aristote et de Ptolémée. Il est en particulier séduit par l'idée que la perfection géométrique que prône Aristote, ça s'harmonise pas mal avec son idée de la perfection divine. Donc ici, sur cette image, vous le voyez entouré de Platon et d'Aristote, et vous le voyez en train de marcher allègrement sur Averroès, qui est un autre commentateur d'Aristote, mais qui a visiblement une moins bonne interprétation d'Aristote, parce qu'il se fait quand même pas respecter. Et donc, grâce à Thomas d'Aquin, ou plutôt à cause de Thomas d'Aquin, le modèle d'Aristote et de Ptolémée, il va devenir le modèle de référence officiellement prôné par l'Église. Et comme questionner Aristote, c'est questionner la perfection divine, il va devenir interdit de questionner le modèle officiel sous peine d'hérésie. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu une petite stagnation au niveau de la philosophie et de l'astronomie en Europe pendant plusieurs siècles. Alors, il y aura plein de commentateurs d'Aristote, mais on reste sur du Aristote et autour d'Aristote. Donc on va faire un petit bond encore dans le futur pour arriver au XVe siècle à la rencontre d'un homme de clergé polonais qui va mettre un petit peu, qui va changer un petit peu les choses, et qui s'appelle Nicolas Copernic. Alors Copernic, il rencontre les thèses de Ptolémée alors qu'il étudie le droit à l'université de Bologne. Alors à l'époque, il est en colloque avec un astronome, et cet astronome, il n'est pas vraiment satisfait du modèle que propose Ptolémée. Et donc c'est cet astronome qui va initier Copernic à l'astronomie. Donc vous vous rappelez du système de Ptolémée où la Terre est au centre et où les trajectoires des planètes sont des cercles imbriqués dans des cercles, comme ça fait des petites rosaces. Eh bien, pour Copernic, ce modèle, il est moche. Donc il va rejeter sur des critères complètement esthétiques le modèle de Ptolémée. Donc il le trouve un petit peu trop complexe et donc il va décider d'en bâtir un nouveau, qui va penser plus simple, plus harmonieux, et qu'on appelle aujourd'hui le système héliocentrique ou le système copernicien. Donc dans le système héliocentrique, vous avez deux nouveautés fondamentales. Non seulement la Terre tourne sur elle-même, jusqu'à présent on pensait qu'elle était immobile, mais en plus elle tourne autour du Soleil, ce qui veut dire que la Terre n'est plus au centre de l'univers. C'est le Soleil qui est au centre de l'univers. C'est d'ailleurs ça que ça veut dire, héliocentrique, le Soleil au centre.
Donc, il faut vraiment vous rendre compte que c'est une idée complètement folle pour l'époque. Parce que croire que ce sont les étoiles qui tournent autour de nous et pas la Terre qui tourne sur elle-même, ça semble beaucoup plus intuitif, beaucoup plus logique. Et surtout, quand on se prend pour le sommet de la création, c'est pas facile d'accepter qu'on soit pas au centre de l'univers, surtout pour l'Église. Bon, Copernic, il va hésiter très longtemps à faire publier son modèle héliocentrique. Pas parce qu'il craint particulièrement l'Église, parce que c'est un homme de clergé après tout, mais surtout parce qu'il galère pas mal à concilier sa théorie avec les observations des mouvements des planètes qu'il réalise. Le problème, c'est qu'il est persuadé que les orbites des planètes sont des cercles, et comme on va le voir dans un moment, c'est pas exactement ça. Mais bon, même en étant conscient que son système il est imparfait, il va quand même finir par publier sa théorie en 1543 dans un magnifique bouquin intitulé Des révolutions des sphères célestes, ou si vous voulez vous vanter en soirée, De Revolutionibus Orbium Celestium, ça fait toujours bien. Et donc le bouquin, il va faire un bid monumental à sa sortie, mais il va quand même être à l'origine de l'une des révolutions philosophiques les plus profondes de l'histoire de l'humanité. Bon, et vous vous demandez, et l'Église dans tout ça ? Eh bien, comme Copernic publie son livre juste avant de mourir, il ne va jamais se faire embêter par l'Église. Pour que l'Église se rende bien compte des implications philosophiques du système de Copernic, il va nous falloir attendre un certain Galilée. Alors, Galilée, il naît en Italie, en plein cœur de la Renaissance. C'est un bon vivant, il aime le vin, les femmes, la musique, mais aussi c'est un homme assez opportuniste. Il a toujours voulu se mettre le pouvoir dans sa poche. Par contre, c'est aussi un véritable rebelle. Notamment parce que son père, Vincenzo, qui est un musicien professionnel à la cour du roi, va lui apprendre à questionner l'autorité et à trouver les choses par lui-même. Et donc en 1609, alors qu'il enseigne à l'université de Padoue, Galilée, il apprend qu'un opticien néerlandais, qui s'appelle Hans Lippershey, il a inventé un instrument qui permet de voir les choses à distance comme si elles étaient près de nous. Bon, alors nous, au XXIe siècle, on appelle ça une longue vue, c'est complètement banal, mais à l'époque, la nouvelle, elle va faire le tour de l'Europe. Et lorsque Galilée il entend parler de cette invention, il va tout de suite renifler la bonne affaire. Donc il va se mettre à expérimenter de manière assez frénétique avec des lentilles et des tubes pour faire sa propre longue vue. Et en 24 heures, Galilée il réalise sa première lunette. Alors on parle d'une lunette qui peut grossir à peine 10 fois, c'est-à-dire moins puissante que les lunettes que vous pouvez trouver pour enfants chez Nature et Découverte aujourd'hui. C'est juste 2 pauvres lentilles enchâssées dans un bête tube en carton. Et donc, il va faire sa démonstration de son instrument devant des sénateurs locaux qui n'en reviennent pas. Ils sont complètement babas. Et opportuniste comme il est, Galilée, il va offrir sa lunette au doge de Venise. Le doge, c'est un magistrat de l'époque. Il va lui offrir en cadeau. Et en retour, le doge lui assigne un CDI à Padoue et son salaire est doublé. Donc, comme quoi, la corruption, ça a toujours marché. Et donc, en décembre 1609, il va construire une deuxième lunette, qui va grossir cette fois 20 fois, c'est-à-dire autant qu'une petite paire de jumelles aujourd'hui. Mais la nouveauté, c'est qu'il va pointer sa lunette vers le ciel. Et ce qu'il découvre va beaucoup l'étonner. En pointant sa lunette sur Jupiter, il va découvrir notamment qu'elle possède 4 lunes qui lui tournent autour. En pointant sa lunette sur Saturne, il va découvrir que la planète, elle a des oreilles ou des anses. Alors lui, il écrit, la planète Saturne, elle a des oreilles et des anses. Alors, ces oreilles, elles se sont avérées être des anneaux, mais ça, on l'a su que 50 ans plus tard. Et puis un jour, en regardant la Lune à travers sa lunette, Galilée, il se rend compte que la Lune, elle est remplie de taches et de cratères. Et ça veut dire un truc fondamental. Ça veut dire que le monde céleste, il n'est pas parfait. Et croyez-moi, quand on a passé toute sa vie à croire que l'univers il est divisé en deux, avec le monde terrestre qui est imparfait, corrompu, chaotique d'un côté, et puis le monde céleste qui est parfait, harmonieux et immuable de l'autre, ça a dû faire un choc pour Galilée. Donc quand Galilée il publie ses découvertes en 1610 dans son livre Le Messager des étoiles, c'est un énorme succès, et on sait aujourd'hui que c'est l'un des bouquins les plus importants du XVIIe siècle. Et toutes ces découvertes, elles vont conforter Galilée que Copernic, il avait raison, et qu'Aristote et Ptolémée, ils avaient tort. Et il va commencer à se mettre à critiquer ouvertement les idées d'Aristote dans son livre « Le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde ». Alors ce livre, il prend la forme d'une conversation entre 2 personnages qui ont des idées opposées sur le monde. Donc vous avez d'un côté un copernicien, et puis de l'autre côté un aristotélicien, avec une 3e personne qui va faire l'arbitre et qui va présenter des points de débat. Donc il envoie le manuscrit de ce texte au censeur de Rome, parce qu'à l'époque il y a la censure,
pour qu'il soit publié, et ça passe crème. La censure, elle demande juste une préface qui dit explicitement que ce sont les idées d'Aristote qui sont supportées par l'Église, qui sont soutenues par l'Église. Par contre, il y a un petit problème. C'est que Galilée, qui a un petit peu trop pris la confiance, s'est amusé à appeler le personnage en faveur d'Aristote Simplicio. Alors Simplicio, vous imaginez un petit peu le sous-texte, hein. Simplicio, ça veut dire le simplet. Et le problème, c'est que Simplicio, il se met à paraphraser les mots du pape lui-même. Et ça voudrait dire que, est-ce que le pape, il serait pas un petit peu niais, un petit peu simplet sur les bords? Donc voilà, c'est l'erreur de Galilée, c'est d'avoir poussé un petit peu le bouchon trop loin, comme on dit. Et sans surprise, quand le livre il est publié en 1632, eh ben, le pape, il va entrer dans une colère noire. L'Inquisition, elle va pousser Galilée en procès en 1633 pour hérésie, ce qui est quand même une sacrée ironie pour un bouquin qui a passé la censure. Et histoire d'alléger sa peine, eh ben Galilée, il confesse qu'il a mal agi, que son enthousiasme pour les arguments de Copernic est allé un petit peu trop loin. Mais comme on n'échappe pas comme ça à l'Inquisition, eh ben Galilée, il est quand même assigné à résidence à perpétuité. Bon, ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu être torturé, brûlé sur un bâton, parce que ça rigole pas l'Inquisition. Mais alors qu'il est coincé chez lui, Galilée, il va se mettre à écrire son bouquin le plus important, qui s'appelle Les deux nouvelles sciences. Et donc, Deux nouvelles sciences, il va résumer ses travaux sur la mécanique, sur l'étude du mouvement des corps, et ça va détailler les bases de ce qui va devenir plus tard la démarche scientifique. D'ailleurs, pour l'anecdote, Galilée, il a été officiellement pardonné par le pape Jean-Paul II en 1992, soit à peine 350 ans après sa mort. L'Église a même concédé que la Bible ne devait pas être toujours interprétée comme une vérité littérale, mais parfois comme une métaphore. Donc, quand on dit que les religions, elles bougent pas, c'est pas vrai. Il suffit juste d'être un petit peu patient. Mais Galilée, il est quand même pas le seul à faire bouger le monde de l'astronomie de son époque. Un contemporain de Galilée, c'est l'astronome danois Tycho Brahe. Et Tycho Brahe, c'est un de mes personnages préférés de cette histoire, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, vous allez peut-être remarquer sur cette peinture de Tycho Brahe, il a l'air d'avoir un nez un peu bizarre, un peu un nez de clown. Et s'il a l'air d'avoir un nez un peu bizarre, c'est parce que c'est pas son vrai nez. Son vrai nez, il l'a perdu à la suite d'un duel avec un noble, alors qu'ils étaient tous les deux complètement torchés. Et ce qui a déclenché le duel, c'était qu'ils n'étaient pas d'accord sur la justesse d'une formule mathématique. Donc c'est assez difficile de s'imaginer sérieusement aujourd'hui, mais à l'époque, les maths, c'était sérieux, quoi. Et donc Tycho Brahe, il était célèbre pour porter plusieurs prothèses de nez en cuivre qui se mettaient à coller avec de la cire, comme ça. Et quand il s'énervait, son visage, il chauffait, donc le nez, il tombait systématiquement. Donc c'est vraiment un truc à imaginer. Rien à voir avec l'astronomie, mais c'est très rigolo. Et d'ailleurs, si ça vous chante, vous pouvez aller même faire un pèlerinage au Musée des Sciences de Londres, où est exposé un magnifique exemplaire de nez de Tycho. Donc voilà, personne ne vous jugera pour ça. Donc cette anecdote, elle est pas mal représentative de la vie de Tycho Brahe. C'était un homme qui menait une vie d'excès, qui aimait la fête et les orgies de bière. Et ce sont d'ailleurs ces excès qui ont causé sa perte, parce qu'il est mort d'une infection urinaire après s'être retenu plus longtemps à la suite d'une beuverie. Donc il y a un peu plus classe comme mort quand même. Donc il y a pas mal d'anecdotes autour de la vie de Tycho Brahe. Il avait engagé un nain en tant que bouffon, ou il avait un élan de compagnie aussi, qui est mort bourré en tombant dans les escaliers. Donc ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut retrouver dans les archives historiques. Mais bon voilà, la vie de Tycho Brahe, elle est juste incroyable. Mais plus sérieusement, la contribution de Tycho Brahe à l'astronomie, elle est assez gigantesque. Donc pour vous donner un brin de contexte, le père adoptif de Tycho, il est mort en sauvant le roi du Danemark de la noyade. Et du coup, Tycho Brahe, il a hérité d'une bonne petite fortune en compensation. Donc quand je dis une bonne petite fortune en compensation, c'est 1% de toutes les richesses du Danemark de l'époque, au passage. Donc c'est pas une toute petite fortune. Donc Tycho, il va se servir de cette fortune pour lancer la construction d'un grand palais luxueux dédié à l'astronomie sur l'île de Venne. Alors le palais, il s'appelle Uraniborg, littéralement le palais d'Uranie. Uranie, c'est la muse de l'astronomie. Et Uraniborg, ça va être une espèce de Disneyland de l'astronomie, et accessoirement, ça va devenir le meilleur observatoire d'Europe de l'époque. Donc là, on parle d'observation à l'œil nu, parce que le télescope n'est pas encore inventé. Mais Tycho Brahe, il est tellement rigoureux dans ses observations à l'œil nu qu'il va réaliser à lui seul le catalogue d'étoiles le plus complet et le plus précis de son temps, et il va rapidement acquérir la réputation de meilleur observateur du monde.
Les données de Tycho Brahe, elles vont particulièrement intéresser un astronome allemand du nom de Johannes Kepler, qui lui s'apprête à devenir l'un des plus grands théoriciens du XVIIe siècle. Kepler, c'est l'un des rares coperniciens de son époque. Il va même entretenir une correspondance privée avec Galilée, histoire de discuter des idées de Copernic entre convaincus. Et donc en 1594, Galilée il devient prof de maths en Autriche. Alors il n'est pas super en tant que prof, hein, il se met à marmonner pendant ses cours, il n'arrive même pas à s'intéresser lui-même à ce qu'il dit, mais son boulot, il lui permet de consacrer pas mal de temps à son hobby, qui est l'astronomie. Alors Kepler, il faut savoir que c'est avant tout un homme de foi, un protestant convaincu. Et pour lui, le mouvement des planètes, c'est un message de Dieu qui est adressé aux hommes. Donc il voit dans les astres une espèce d'harmonie parfaite qui ne peut être que divine. Et pendant de longues années de sa vie, il va se mettre dans une quête de la source de cette harmonie. En 1596, Kepler il va publier une première tentative de modèle d'univers. Donc c'est un modèle un peu bizarre. Dans ce modèle, il y a le Soleil au centre, hein, parce que c'est un copernicien. Mais selon lui, on pouvait emboîter les orbites des 6 planètes connues de l'époque dans les 5 solides de Platon. Alors pourquoi les 5 solides de Platon, vous allez me dire? Eh bien parce que ce sont les formes qui représentent le mieux la perfection géométrique, à part la sphère. Donc on reste sur cette idée de perfection géométrique. Bon, avec le recul, c'était une théorie un peu fumeuse, hein, ça n'a pas vraiment marché, mais ça n'a pas découragé Kepler. Le problème avec Kepler, c'est qu'il lui manque, des idées, des données observationnelles sur la trajectoire des planètes. Et donc tout naturellement, il va contacter le meilleur observateur du monde, Tycho Brahe, et en 1600, Brahe invite Kepler à venir bosser avec lui à Prague. Donc il faut vous imaginer, hein, le plus grand observateur de son temps qui bosse avec le plus grand théoricien de son temps. On est vraiment sur du crossover exceptionnel, hein, qui est au niveau du Marvel Cinematic Universe. Sauf que dans les faits, eh bien, c'est pas vrai, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé parce que les deux hommes n'ont pas du tout des personnalités compatibles. Brahe, avec ses excès, il va quand même énerver pas mal Kepler, qui lui est plutôt du genre protestant discret. Et en plus, Tycho Brahe, il croit pas aux idées de Copernic. Donc du coup, ils passent tout leur temps à se chamailler. Et en fait, ils vont passer plus de 6 ans ensemble à étudier l'orbite de Mars, qui, comme je vous rappelle, hein, fait des petits demi-tours dans le ciel de temps en temps. Et ça, même le système de Copernic, il n'arrive pas à rendre compte précisément des particularités de ce mouvement. C'est pas censé arriver si les orbites des planètes sont décrites par des cercles. Et donc, c'est grâce aux nouvelles observations de Tycho que Kepler va se rendre compte d'un truc fondamental. En fait, la trajectoire des planètes, ce ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses, des ovales. Mais c'est pas tout. Le Soleil, il n'est pas au centre de ces ellipses. Il est situé à l'un de ses foyers, un de ses points remarquables. Mais c'est pas tout. La vitesse des planètes, elle n'est pas constante au fil de leur orbite. Quand elles s'approchent du Soleil, elles vont se mettre à s'accélérer. Et quand elles s'éloignent du Soleil, elles vont se mettre à ralentir. Pour Kepler, il faut imaginer que ça n'a pas dû être facile d'admettre tout ça, parce que ça l'obligeait à remettre en question toutes ses convictions philosophiques et religieuses, à savoir que Dieu se trouve dans la géométrie, et donc que le mouvement des planètes, il ne pouvait pas être aussi imparfait que des ellipses. Les ellipses, c'est pas vraiment la perfection même. Mais bon, il fallait bien se rendre à l'évidence, les ellipses, ça marchait mieux. Donc, on récapitule. Copernic, il remet la Terre à sa place dans l'univers. Galilée, il pose les bases de la mécanique et de la démarche scientifique moderne. Kepler, il nous décrit mieux que quiconque le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, il reste à unifier tout ça dans un même formalisme mathématique. Et bien, c'est exactement ce que va faire un certain Isaac Newton, que vous connaissez tous pour sa théorie sur la gravitation universelle. Alors Newton, il n'y a pas de débat, c'est un pur génie. Pendant ses études à Cambridge, il va inventer le calcul différentiel, qui est une nouvelle branche des mathématiques qui décrit comment des quantités comme la vitesse ou l'accélération peuvent changer instantanément. Et il fait ça avant même d'avoir son diplôme. Donc moi, à l'époque, je jouais à Pokémon. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous faisiez quand vous faisiez vos études, mais moi, je n'ai pas inventé de nouvelles branches des mathématiques. Mais vous savez, on aime bien imaginer ces personnages comme Newton comme des gens ultra rationnels, des héros de la raison, au-delà des croyances et des idéologies de leur époque. Mais il faut bien comprendre que pour des standards modernes, Newton, c'était aussi un excentrique. C'était un passionné d'ésotérisme, de sciences occultes.
et il pratiquait l'alchimie en secret. D'ailleurs, une grande partie de ses travaux concerne l'alchimie. Et pendant plus de 20 ans de son existence, il va même tenter de créer la fameuse pierre philosophale. Vous savez, celle qui permet de changer le plomb en or ou d'autres métaux nuls en métaux précieux et qui est censée prolonger la vie humaine. Alors évidemment, il ne va pas réussir, mais c'est pas une blague. Vous pouvez même consulter ces manuscrits en ligne. Ils ont été découverts dans les années 30 et ils sont aujourd'hui archivés à l'université de l'Illinois. Et vous pouvez trouver des dessins comme ça qui font un peu flipper. Et vous pouvez même trouver la recette de Newton pour créer une pierre philosophale, si vous avez envie de tester par chez vous. Et donc paradoxalement, celui qu'on considère aujourd'hui comme le premier physicien, c'est aussi l'un des derniers magiciens. Mais bon, Newton, dans tout ça, c'est loin d'être un charlatan, hein. Il va quand même apporter des contributions considérables à l'astronomie, à commencer par ce qu'on appelle le télescope de Newton. Alors, au lieu d'un jeu de lentilles, comme la lunette de Galilée, le télescope de Newton, il se distingue en étant constitué d'un espèce de système de miroir qui va focaliser la lumière en un point. Et aujourd'hui, c'est sur ce principe que se basent tous les télescopes actuels, depuis le Very Large Telescope au Chili jusqu'au télescope spatial Hubble. Et son invention, en fait, elle a tellement impressionné les savants de l'époque qu'il a été admis à la Royal Society de Londres, qui est la première société savante de l'histoire. Et il va lui-même présider cette société un peu plus tard. Donc voilà, donc il y a plein d'histoires avec Newton. Vous connaissez tous la fameuse histoire de la pomme de Newton. C'est probablement l'anecdote la plus célèbre de l'histoire des sciences. La légende raconte qu'il a eu sa fameuse idée de la gravitation universelle en se prenant une pomme sur la tête, qui est une légende que Newton a lui-même contribué à propager. Mais c'est pas une pomme en fait qui a conduit Newton à sa fameuse théorie de la gravitation. Ce sont les lois de Kepler. Parce que Kepler, il va trouver la forme des orbites des planètes, qui sont des ellipses. Et Newton, il va trouver la force qui est à l'origine de ces formes. Et cette force, c'est la gravitation, qui attire les choses massives entre elles. Donc Newton, il va décrire mathématiquement comment la gravité fonctionne et comment le Soleil, notamment, arrive à contrôler le mouvement des planètes à distance, sans contact. Et donc il va montrer que la force de gravité, donc la force d'attraction entre deux corps, deux objets, n'importe lesquels, va dépendre non seulement de la masse des deux objets, mais aussi de leur distance. Donc, plus les objets sont massifs, plus leur force de traction est grande, et plus la distance entre les objets est grande, moins la force d'attraction est grande. Donc Newton, il va publier ses idées en 1687 dans son livre à succès, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui vont poser les bases mathématiques qui régissent le mouvement des planètes. Et dans ce livre, il va montrer que les lois qui régissent le mouvement des objets célestes, comme les planètes, et les lois qui régissent le mouvement des objets terrestres, comme les boulets de canon ou les pommes, ce sont les mêmes lois. Il n'y a pas de distinction. Donc c'est Newton qui va définitivement enterrer l'idée selon laquelle il existe une séparation entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc, non seulement on n'est pas au centre du monde, mais l'univers au-dessus de nos têtes, il est aussi imparfait que le monde terrestre. Donc franchement, au niveau révolution conceptuelle, le XVIe et le XVIIe siècle, ça se pose là. Et les idées, en fait, développées à cette époque sont tellement puissantes que 400 ans plus tard, on utilise toujours les lois de Newton pour envoyer des fusées, des sondes et des voitures dans l'espace. Alors on arrive à la fin de mon temps imparti, donc il me reste peu de temps pour aborder mon siècle préféré, le XXe siècle, mais c'est vraiment là que l'astronomie va rentrer dans son âge d'or. Je vais vous résumer grossièrement les découvertes majeures de cette époque. Donc au XXe siècle, on va découvrir notamment que les étoiles sont en fait des chaudrons nucléaires et que c'est la fusion des éléments chimiques légers en éléments chimiques plus lourds qui les fait briller pendant des milliards d'années. Donc on va trouver l'origine de l'éclat des étoiles. On va aussi découvrir que l'espace et le temps, ce ne sont pas deux entités séparées, mais qu'en fait on devrait plutôt parler d'espace-temps. Cet espace-temps, c'est pas quelque chose de rigide, on peut le déformer, on peut le comprimer et on peut l'étirer en y plaçant de la matière et de l'énergie. Et du coup, la force de gravitation de Newton, en fait, elle est due à une déformation de l'espace-temps. Et les mouvements des planètes autour du Soleil, elles vont suivre les courbes de l'espace-temps déformées autour du Soleil, comme des billes qui sont placées sur une toile extensible, comme un trampoline par exemple. On va aussi découvrir que les nuages en forme de spirale qu'on voit un petit peu partout dans le ciel, ce sont en fait des galaxies à part entière. Et donc, en fait, notre univers, il est bien plus vaste que notre Voie lactée, notre galaxie. On va aussi découvrir que ces galaxies, à part les galaxies les plus proches de nous, elles vont s'éloigner les unes des autres au fil du temps.
Ce qui veut dire que l'univers, en fait, est en expansion. Il va se dilater au fil du temps. Et depuis 1998, c'est très très récent, j'avais 6 ans, on sait même que cette expansion, elle s'accélère depuis environ 6 milliards d'années, sous l'action d'un truc qu'on appelle l'énergie noire, et dont les astronomes n'ont absolument aucune idée de la nature. Donc c'est l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Donc on a quand même fait un chemin assez incroyable pendant les plus de 2000 ans qu'on a parcouru ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage à travers les époques? Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, la première leçon, c'est que nos découvertes, elles vont de pair avec la précision de nos instruments. On l'a vu, les Grecs et les Babyloniens, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils avaient simplement des instruments qui étaient moins précis, moins puissants. Et à voir ce qu'ils ont fait avec leurs instruments, ça force quand même le respect. La deuxième leçon, c'est que quand on fait de l'astronomie, on doit être prêt à remettre nos préjugés en question. On n'est jamais à l'abri d'une observation qui va être à l'origine d'un changement philosophique profond, qu'on pourrait appeler un changement de paradigme. Parce qu'en à peine 2000 ans, quand même, on est passé d'un tout petit monde enfermé dans une bulle de cristal à un univers potentiellement infini et dont la fraction qu'on peut observer avec nos télescopes abrite plusieurs milliers de milliards de galaxies. C'est quand même un sacré saut conceptuel. Donc j'imagine même pas ce que sera l'astronomie dans 2000 ans. Je me demande sincèrement si nos descendants ils vont pas rire de la naïveté de nos modèles comme nous on rit de nos ancêtres. Mais pour moi, ça illustre le fait que l'histoire de l'astronomie, c'est l'histoire du triomphe de notre capacité, en tant qu'espèce, à apprendre collectivement de la génération précédente. C'est une espèce d'ode à l'humilité, à la rigueur intellectuelle, mais aussi à la patience, et à la remise en question permanente. Et donc, pour paraphraser Newton, qui disait ça pas très modestement, si on a pu voir plus loin, c'est qu'on était juché sur les épaules des géants. Donc avant de vous laisser et de prendre vos questions, j'aimerais insister sur un dernier point. L'histoire que je vous ai racontée peut vous laisser croire qu'il n'y a pas eu de femmes qui ont eu des contributions majeures dans l'histoire de l'astronomie, ou que l'astronomie c'est juste un truc de mec. Ça pourrait pas être plus faux. Si j'ai pas mentionné de femmes astronomes, c'est surtout une histoire de temps, parce qu'elles arrivent essentiellement à la fin de l'histoire. Parce qu'il faut aussi se rappeler que jusqu'à une époque très récente, le monde de l'astronomie et des sciences en général, il était très hostile aux femmes. Et c'est pour ça qu'on compte peu de contributions majeures d'astronomes femmes jusqu'au XXe siècle. Mais alors, si les noms de Vera Rubin, Henrietta Leavitt, Annie Jump Cannon ou encore Jocelyn Bell ne vous disent rien, eh bien, je vous encourage vivement à vous renseigner sur leurs contributions, parce que sans elles, notre univers il serait moins riche. Sur ce, j'en ai fini, donc je vous remercie beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions, eh bien, je les prendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de parcourir vos questions. Touc. Comment, alors, on a une question de Sophie Charlotte Barrière qui nous demande « Comment démontre-t-on l'expansion de l'univers à notre échelle ?» Eh bien, l'expansion de l'univers... voilà, merci. Ah, super. Donc, comment démontre-t-on l'expansion de l'univers à notre échelle? Eh bien, justement, l'expansion de l'univers... Pour connaître l'expansion de l'univers, on doit connaître un truc, c'est la distance des galaxies, et on doit connaître un autre truc, c'est la vitesse d'éloignement des galaxies. Donc il se trouve qu'il y a un effet que vous connaissez tous, qui s'appelle l'effet Doppler. Et l'effet Doppler, c'est ce que vous entendez quand vous avez une ambulance qui passe à toute vitesse devant vous. Vous entendez un nion. Vous voyez? En fait, ce qui se passe quand une ambulance passe vers vous, c'est que les ondes qui sont sur le passage de l'ambulance vont être comprimées à l'avant de l'ambulance, et elles vont être dilatées à l'arrière de l'ambulance par rapport à vous, par rapport à l'observateur ou à l'auditeur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, la fréquence de ces ondes, elle va augmenter à l'avant de l'ambulance, et elle va diminuer à l'arrière de l'ambulance. Et en fait, il se passe exactement la même chose avec la lumière, c'est-à-dire que quand vous avez un objet qui s'approche de vous, la lumière qu'il va vous émettre va vous sembler plus bleue que si elle s'éloigne de vous. Si elle s'éloigne de vous, sa lumière va vous sembler plus rouge. Et il se trouve que dans les années 20, on a observé que la plupart des galaxies de l'univers ont une lumière qui est décalée vers le rouge. Donc ça veut dire qu'elle s'éloigne de nous. Donc ça veut pas dire qu'on est au centre de l'univers. Si vous étiez sur une autre galaxie, vous verriez exactement la même chose. Mais ça veut dire que l'univers, il est en expansion. Et c'est comme ça qu'on sait que l'univers est en expansion, avec le rougissement des galaxies.
Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on sait si la dilatation de l'univers s'est déjà accélérée avant, nous demande Frédéric Victor. Alors oui, on sait que on suppose, on suppute que la dilatation de l'univers s'est déjà accélérée par le passé. Ça donne lieu à un événement de l'histoire de l'univers qui s'est produit pendant les toutes premières fractions de secondes après le Big Bang, qu'on appelle l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, c'est l'idée selon laquelle l'univers aurait accéléré son expansion pendant une fraction... on ne sait pas combien de temps ça s'est produit. Ça aurait pu se produire pendant une fraction de seconde infinitésimale. Ça aurait pu se produire pendant toute une éternité. On ne sait pas si l'univers a eu un début ou pas aujourd'hui. Mais on sait que... en fait, sans l'inflation cosmique, on n'arrive pas à comprendre certaines propriétés de l'univers qu'on observe actuellement. Notamment la grande uniformité de température de l'univers à grande échelle qu'on observe quand on regarde ce qu'on appelle le rayonnement fossile, qui est cette lumière qui est issue du fond des âges. Donc c'est une lumière rémanente de l'explosion primordiale, du Big Bang. Et cette lumière, en fait, elle nous montre que l'univers primordial, il était très très chaud, très très dense, mais aussi très très uniforme. Et en fait, le degré d'uniformité de ce rayonnement primordial, on n'arrive pas à le comprendre si on n'invoque pas l'inflation cosmique, qui est cette période d'expansion accélérée. Alors, on ne sait pas si la période d'expansion accélérée qui correspond à l'inflation cosmique, elle est exactement due au même phénomène que celle qui se produit depuis 6 milliards d'années dans l'univers actuel. On n'en a aucune idée. Donc, on a un mécanisme qui permet de produire de l'inflation cosmique. Alors, c'est un peu compliqué à résumer en 2 phrases, hein, mais l'idée, c'est que l'espace vide, il n'est pas vraiment vide, il contient une espèce d'énergie, et il peut y avoir plusieurs types d'espaces vides avec plusieurs niveaux d'énergie. Et l'idée, c'est que l'univers serait passé, avant l'inflation cosmique, d'un état d'énergie plus haut à un état d'énergie plus bas. Et donc, en ce faisant, eh ben, ça aurait créé une espèce d'expansion cosmique, une espèce de force antigravitationnelle qui aurait accéléré l'expansion de l'univers et dont l'expansion... Enfin, ce serait ça la cause de l'expansion actuelle des galaxies. C'est comme ça qu'on l'interprète. Donc voilà, j'essaie de faire des réponses concises, même si ces questions sont toutes extrêmement intéressantes, mais elles mériteraient chacune d'y passer 1 heure. Alors... On ne sait pas si l'univers a eu un début, ce n'est pas le Big Bang le début, nous demande Sophie Charlotte Barrière. Absolument, on ne sait pas si l'univers a eu un début. Le fait de considérer le Big Bang comme l'instant de création du monde, c'est en fait une idée fausse, qui est très répandue dans la vulgarisation, mais qui est fausse. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on théorise l'expansion de l'univers, on utilise les équations d'Einstein qui régissent l'espace-temps de l'univers. On met l'univers en équation et on observe comment est-ce que si on met de la matière dans un espace-temps qui ressemble à l'univers actuel, on peut prévoir son évolution au fil du temps. On peut le quantifier. Et en fait, si les galaxies s'éloignent aujourd'hui, donc si l'univers est en expansion aujourd'hui, c'est que par le passé, il était plus concentré, plus dense et aussi plus petit. Et en fait, ça amène naturellement à l'idée d'un instant zéro, mais qui est un instant virtuel, qui n'est pas un instant physique qu'on peut réellement atteindre si on remontait dans le temps. En fait, c'est un instant qui nous dit que toutes les propriétés physiques de température, de densité, elles explosent à l'infini. Et donc ça, c'est le Big Bang, donc c'est ce qu'on appelle une singularité initiale. Et une singularité, c'est juste un point mathématique où il y a plein de propriétés qui vont à l'infini. Et cette singularité initiale, c'est juste un artefact mathématique qui nous dit pas du tout grand-chose sur le début de l'univers. Ça nous dit juste que à ce point-là, les équations de la relativité générale ne fonctionnent plus. On n'arrive pas à décrire l'espace, on n'arrive pas à décrire le temps, et on n'arrive pas à décrire le contenu matériel de l'univers. Donc ce n'est pas le début de l'univers, le Big Bang, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. C'est juste l'instant où la physique telle qu'on la connaît ne fonctionne plus. Et en fait, pour savoir si l'univers a eu un début ou pas, il nous faudrait ce qu'on appelle une théorie de la gravitation quantique. Donc l'idée, c'est de réunir dans un même formalisme mathématique la physique de l'infiniment grand,
donc la relativité générale, celle qui régit le mouvement des galaxies et de l'espace-temps à très très grande échelle, et la physique du très très petit, qu'on appelle la physique quantique, qui va régir le mouvement des atomes, des particules, des molécules. Et donc, en fait, ces deux théories, pour l'instant, sont complètement incompatibles entre elles. On n'arrive pas à, par exemple, à savoir c'est quoi le comportement de l'espace-temps à très très petite échelle. Et donc, jusqu'à présent, c'est ça notre limite. Et on n'arrive pas à décrire qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers très très primordial. Alors il y a des gens qui vous disent que voilà, l'univers est peut-être issu d'une contraction d'un univers précédent qui s'est ensuite étendu par la suite. Il y en a d'autres qui vous disent que l'univers est issu d'une espèce de fluctuation du vide quantique, donc cette espèce de vide qui contient de l'énergie. Donc il y avait ce vide préalable et j'ai juste besoin des lois de la physique quantique pour pouvoir faire émerger un univers. Donc pour l'instant on n'en sait rien, c'est juste des spéculations. Mais c'est des spéculations qui sont fascinantes. Mais en tout cas, le Big Bang, faut oublier l'idée selon laquelle c'est la création de l'univers, parce que ça l'est pas. Alors, Christophe de la Chapelle nous demande comment expliquer que la taille de l'univers est supérieure à 13 milliards d'années. Ah, la question est en train de se barrer. Ah, attendez. Voilà, il s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Alors oui, l'univers s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Mais en pratique, on n'aime pas mettre le mot vite. La relativité générale, l'expansion de l'univers, en fait, on ne réfléchit pas en termes de vitesse, on réfléchit en termes de taux d'expansion. C'est juste un paramètre qui vous dit, si vous regardez des galaxies s'éloigner en fonction de leur distance, vous voyez qu'il y a une espèce de loi de proportionnalité entre leur distance et leur vitesse d'éloignement. Et la pente de la loi de proportionnalité, ça correspond à ce qu'on appelle la constante de Hubble. Et ce paramètre, en fait, nous dit à quel point l'univers s'étend rapidement. C'est ça que ça nous dit. Si la pente elle est très très grande, ça veut dire que l'univers il s'étend très rapidement. Si la pente est très très faible, ça veut dire que l'univers il s'étend pas très rapidement. Et donc en fait, la taille de l'univers observable aujourd'hui, elle est de 93 milliards d'années. Donc c'est une espèce de grosse boule qui est centrée sur la Terre. Ça c'est juste la taille de l'univers qu'on peut observer avec nos télescopes. Ça ne veut pas dire qu'on est au centre de l'univers avec un grand U. C'est juste on est au centre de l'univers avec un petit U, c'est-à-dire un rayon de lumière qui a été émis depuis le Big Bang a voyagé au maximum pendant 13,8 milliards d'années. Donc c'est l'âge de l'univers qu'on a aujourd'hui, selon les meilleures observations qu'on a. Et il se trouve que la taille de l'univers observable, elle est supérieure à 13,8 milliards d'années-lumière. Donc une année-lumière, c'est une unité de distance. Donc c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Et il se trouve que cette distance, elle correspond en fait, l'expansion de l'univers, elle a été accélérée entre-temps. Donc c'est pour ça que la taille de l'univers observable, elle est plus grande en pratique que la vitesse de la lumière. Enfin, que 13,8 milliards d'années-lumière. Je ne sais pas si c'était très clair, mais n'hésitez pas à me redemander. L'univers va-t-il se figer ou se rétracter à la fin de sa vie? Super question, Thibaut Dubois. On pense aujourd'hui que l'univers, il est pas du tout prêt à se rétracter. Comme je le disais tout à l'heure, on sait aujourd'hui que depuis 6 milliards d'années, il accélère son expansion, donc il s'étend de plus en plus vite. Évidemment, comme on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas si ça va continuer comme ça, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Jusqu'à avant de 1998, on pensait que l'univers, avec la gravité des objets qu'il y avait à l'intérieur de l'univers, ça suffirait à ralentir l'expansion de l'univers et il finirait par se recontracter pour refaire un Big Bang, ou ce qu'on appelle un Big Crunch. Mais aujourd'hui, ces modèles-là, ils sont très remis en question parce que l'expansion de l'univers, elle s'accélère au fil du temps. Donc on est plus parti sur un truc qui continue à grandir jusqu'à où on ne sait pas. Mais pour ça, il va falloir comprendre la nature de cette fameuse énergie noire, ou énergie sombre. Ça dépend il y a des astronomes qui appellent ça l'énergie sombre. En anglais, c'est dark energy. Mais on ne sait pas ce que c'est. On met juste un mot sur ce concept-là, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on n'est pas sûr que les particules de matière noire existent. Alors, pour rappel, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la matière noire, c'est cette espèce de matière invisible qui n'interagirait avec la matière lumineuse, celle qui compose les étoiles, les galaxies et les planètes, uniquement par le biais de sa gravitation, par le biais de son attraction gravitationnelle.
Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, cette matière noire. Il y a des gens qui pensent que c'est des espèces de particules. Il y en a d'autres qui pensent qu'on n'a juste pas compris, les propriétés de la gravité à grande échelle. On ne sait pas, voilà, on sait pas mettre en équation, de manière adéquate, la structuration de l'univers. Mais il se trouve que sans cette matière noire, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment l'univers à grande échelle s'est structuré. On ne sait pas comprendre l'émergence des galaxies, des amas de galaxies et puis de la grande structure de l'univers qu'on appelle la toile cosmique, qui sont ces espèces de filaments de gaz sur lesquels se tissent des galaxies. Et ça, sans la matière noire, et bah, toutes ces structures-là ne seraient pas suffisamment, massives pour pouvoir être, aussi structurées que ce qu'on observe à l'heure actuelle. Donc il faut qu'on invoque cette espèce de matière supplémentaire qui est à peu près, 5 fois plus, abondante que la mati que tout ce que vous pouvez observer avec des télescopes. Mais cette matière, elle est complètement invisible et pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est complètement possible qu'on a mal compris les lois de la gravité à très grande échelle. Il y a une approche qui est minoritaire dans la communauté astronomique, mais qu'on appelle, l'approche de gravité modifiée. Donc selon cette approche, l'idée, c'est de changer les équations de la relativité générale pour pouvoir expliquer, de manière un petit peu, ad hoc, certaines propriétés du mouvement des étoiles dans les galaxies ou certaines propriétés des amas de galaxies. Pour l'instant, ça marche très bien à l'échelle des galaxies, mais ça marche beaucoup moins bien à des plus grandes échelles, à l'échelle des amas de galaxies et à l'échelle de la toile cosmique. Donc pour l'instant, pour la grande majorité des chercheurs qui bossent sur la question, la matière noire, c'est quelque chose qui existe, dont on ne connaît pas les propriétés, mais on sait qu'elle attire la matière, ordinaire, donc la matière, qui fait les planètes et les étoiles et les galaxies, et on comprend très, très bien la structuration de l'univers, à partir du moment où, dans nos simulations informatiques, on ajoute cette matière invisible. Donc voilà, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus que de matière, normale. Donc ça reste un des grands mystères. Peut-être que dans 20 ans, on aura la réponse de ça. À partir de quoi, quand et pourquoi des sites à travers le monde ont été construits pendant la protohistoire pour observer le ciel avec certains rites, comme par exemple les solstices? Eh bien, il y a oui, vous avez raison, il y a beaucoup de monuments qui sont érigés par des civilisations, agraires. Donc comme je le disais au tout début de la conférence, en fait, les civilisations agraires, elles se servent des cycles de la sphère céleste, hein, quand vous regardez des étoiles, elles vont revenir au fil du temps, au même endroit dans le ciel. Et en fait, ces cycles, ils ont été très, très, ils ont été, super utiles pour pouvoir, dans des buts agricoles, hein, pour pouvoir, savoir prévoir, les saisons au fil du temps. Quand on n'a pas de calendrier ou de GPS, ou d'horloge, c'est quand même bien pratique les étoiles. Donc voilà, c'est rassurant les régularités. Donc il y a plein de civilisations à travers le monde qui ont essayé de comprendre, ou en tout cas de montrer à travers ces objets, à travers ces monuments, les régularités du monde et donc ces régularités, dans beaucoup de mythes, elles sont associées à la régularité, du monde, du cosmos, et donc c'est inclus, dans la culture, traditionnelle de ces peuples. Mais c'est difficile de faire une réponse générale parce que ça dépend évidemment des sociétés, sur lesquelles on s'intéresse. Mais oui, la fascination pour le ciel, elle est assez universelle, quoi. Parmi tous les sujets de recherche en astronomie actuellement, quelle est la grande tendance? Nous demande, Dominique Vera. Il y a plusieurs grandes tendances, hein, l'une des grandes tendances, c'est d'essayer de faire des relevés de galaxies, d'essayer de cartographier, les galaxies de l'univers pour essayer de comprendre, d'en savoir plus sur son évolution au fil du temps. Donc, pour savoir c'est quoi cette fameuse matière noire et c'est quoi cette fameuse énergie noire, qui sont 2 concepts très, très différents, hein. Je rappelle, hein, matière noire, c'est cette matière qui cherche à structurer les grandes structures de l'univers, mais qui est complètement invisible. Et l'énergie noire, c'est un truc qui, au contraire, a tendance à pousser sur l'univers pour accélérer son expansion. Donc ça, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a une énorme industrie de chercheurs, des milliers de chercheurs qui bossent sur la question. Donc ça, c'est une des grandes tendances. Une autre grande tendance, c'est de rechercher de la vie dans l'univers. Dans les années à venir, à la fin de l'année, par exemple, on va avoir un nouveau télescope spatial qui va être lancé, qui s'appelle le télescope James Webb, qui sera le successeur du télescope spatial Hubble. Et ce télescope, il va nous permettre de regarder, les premières étoiles de l'univers. Donc ça, c'est un truc qui est à la frontière de l'observation actuelle, de comprendre comment les premières étoiles de l'univers se sont formées. Ce télescope, il va nous permettre aussi d'observer, des systèmes solaires en train de naître.
c'est des systèmes planétaires en train de naître, donc des disques qu'on appelle des disques protoplanétaires, donc des disques de gaz et de poussière dans lesquels naissent des planètes. Et donc ça, on commence à les observer de manière assez remarquable depuis quelques années. Et donc on va pouvoir en savoir plus sur la naissance des mondes à partir de ces observations. Et comme je le disais, il y a aussi une grande tendance, c'est de chercher de la vie dans l'univers. Et avec le James Webb Space Telescope, on va pouvoir sonder l'atmosphère des exoplanètes, donc ces planètes qui se trouvent au-delà de notre système solaire, pour analyser leur composition chimique et voir s'il n'y aurait pas dans ces atmosphères des ingrédients chimiques qui sont associés aux vivants. Et donc ça, c'est les grandes tendances à l'heure actuelle. Évidemment, c'est réducteur, hein, il y a plein de grandes tendances dans plein de domaines, mais c'est, moi ce qui m'excite le plus, quoi. Croyez-vous en la présence d'une vie en dehors de notre planète? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est la réponse de scientifiques. J'aimerais que ce soit le cas. Ça, c'est la réponse d'être humain. Heu, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul exemple, un seul échantillon de vie dans l'univers, c'est le nôtre, et on ne peut pas mathématiquement faire des pronostics sur l'apparition de la vie dans l'univers à partir juste d'un seul exemple. Ce que je crois, c'est qu'on va avoir des outils qui vont nous permettre de répondre à ces questions dans les années à venir. Notamment, sur Mars, on va envoyer, une sonde qui s'appelle Rosalind Franklin en 2022. C'est une sonde de l'Agence spatiale européenne qui va forer à l'intérieur du sol martien pour voir s'il n'y avait pas de la matière, organique, donc la matière qui est associée au processus chimique du vivant. Et donc, pour la première fois, il aura des instruments qui seront capables de détecter si, Mars a été habitable par le passé ou a accueilli de la vie. Parce qu'on pense que Mars, en fait, était une planète avec des océans, d'eau liquide à sa surface, il y a plusieurs milliards d'années. Donc, malheureusement, elle était trop petite pour retenir ces océans, donc ils ont fini par se faire, évaporer au fil du temps. Et aujourd'hui, Mars est une planète glacée, et en grande partie sans vie. Mais peut-être que dans les profondeurs de Mars, dans des petites poches d'eau liquide, où il y a des bonnes conditions de température et de pression, c'est possible que de la vie ait pu émerger là. C'est aussi possible que de la vie ait pu émerger, dans certaines lunes de Jupiter et de Saturne, notamment, Encelade et Europe. Donc Encelade, c'est une lune de Saturne, et Europe, c'est une lune de Jupiter. Donc c'est des espèces de grosses boules de glace, mais sous la surface de ces boules de glace, vous avez des océans d'eau liquide. Et en fait, ce que cherchent les astronomes qui s'intéressent à la question de la vie dans l'univers aujourd'hui, c'est, les ingrédients qui permettent à la vie d'émerger. Et ces ingrédients, c'est, de l'eau liquide, parce que c'est très important pour favoriser les réactions chimiques du vivant. C'est une source d'énergie qui va permettre de mettre la matière en mouvement pour, produire les processus chimiques du vivant. Donc ça, d'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine conférence, la semaine prochaine, donc il faudra être là si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment le sujet. Mais et on cherche aussi, les éléments de la vie, ce qu'on appelle, les SNOPS. Alors les SNOPS, c'est pas un cocktail, hein, c'est les éléments qui sont associés au vivant, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Et si vous réunissez ces 3 ingrédients, donc de l'eau liquide, des SNOPS et des sources d'énergie, on pense que, bah, ça peut être facile de faire du vivant. Mais comme on sait pas, par quel processus la vie est apparue sur Terre jusqu'à présent, on peut pas vraiment, dire si la vie est commune dans l'univers ou pas à l'heure actuelle. Par contre, on va bientôt le savoir, je pense. Mais venez la semaine prochaine. Thibaut Dubois, qui demande, «Les trous noirs sont-ils bien une déformation de l'espace-temps?» Oui, alors, tout est une déformation de l'espace-temps, hein. Vous êtes une déformation de l'espace-temps parce que vous possédez une masse. À partir du moment où vous avez une masse, une collection de matière qui pèse quelque chose, eh bien, vous déformez l'espace-temps. Alors évidemment, vous déformez beaucoup moins l'espace-temps qu'un trou noir, hein, qui est un objet super compact, tellement compact que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais oui, les trous noirs sont bien des déformations de l'espace-temps, au même titre que des soleils, des planètes et des humains qui regardent cette conférence aujourd'hui. Sébastien, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre belle présentation de 2000 ans d'astronomie. On vous a donné un défi parce qu'en 45 minutes, c'est très difficile. Absolument, mais j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, on vous enverra bien évidemment les commentaires des participants demain, puisqu'il y a eu beaucoup de messages
Donc il était, je pense, difficile de tous les lire, mais en tout cas, tout le monde vous a salué pour votre pédagogie, votre façon aussi de rendre accessibles vos connaissances à tout le monde et même aux curieux. Donc un grand merci de la part de Conférencia et également un grand merci de la part de tous nos spectateurs. Et je pense que tout le monde va se coucher un peu anxieux d'apprendre ces sortes de déformations de l'espace-temps. Non, non, mais certains déforment plus l'espace-temps que d'autres, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à tous. Donc, je suis vraiment désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait beaucoup ce soir. Ça nous a donné Désolé. aussi peut-être des idées pour de futures conférences sur d'autres thématiques pour aller plus loin, puisqu'on le sait, l'astronomie passionne et bien souvent, on aimerait mieux comprendre ce qui nous entoure. Je vous laisse le lien de notre livre d'or si vous souhaitez nous répondre, nous laisser un petit message sur notre site internet. C'est très précieux, cela ne prend que quelques secondes. Et comme Sébastien, du coup, vous en parlait, nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine. Donc, c'est le 22 octobre à 18h30 pour une conférence qui sera dédiée à la recherche de la vie dans l'univers. Pas de spoiler, nous ne l'avons pas encore trouvé là-dessus. On ne vous vend pas une conférence avec cette promesse-là, mais plutôt, voilà, comme il l'expliquait si bien, comment la détecter, où en sommes-nous et où peut-être en serons-nous dans quelques années. Sébastien, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant de terminer cette conférence ? Eh ben, je remercie tout le monde, hein, déjà d'avoir passé leur soirée à écouter de l'astronomie. Moi, je trouve que c'est une très belle occupation, mais c'est pas une occupation qui est aussi partagée que je le voudrais. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci Julie pour l'invitation. J'en ai été très honoré et j'ai très hâte de revenir. Et bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et également, je vous l'avais promis pendant notre petite interruption, le lien de la chaîne YouTube de Sébastien pour ceux qui souhaitent. Il y a énormément de contenus qui sont déjà disponibles, donc cela vous permettra peut-être de trouver quelques réponses aux questions que nous n'avons pas pu prendre ce soir. Eh bien, merci à tous. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore Sébastien et à très bientôt pour de prochaines conférences sur Conférencia. Bonne soirée à tous.